Yasha Mishav, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Nous voulions vous solliciter parce que, vous le savez, nous sommes repartis pour une nouvelle campagne électorale avec des enjeux nouveaux, des enjeux anciens. Mais pour la gauche israélienne, il semble bien qu'il y ait une volonté de se renouveler, en tout cas, de se ressourcer peut-être même, avec le départ d'Avi Gabay du Parti travailliste, qui est un fait accompli, puisque le Parti travailliste va désigner en juillet, au début du mois de juillet, un nouveau président. Et puis, les enjeux du Parti Meretz, on parle aujourd'hui d'une volonté de la part des Palestiniens, même de voir le Parti Meretz se rapprocher des partis arabes, peut-être même d'une sorte de fusion ad hoc en perspective des élections. Alors tout cela nous donne l'occasion de parler un peu de la gauche israélienne qui a été, on va dire, bien battue en brèche lors du dernier scrutin du 9 avril. Est-ce que d'abord vous avez le sentiment que cette gauche israélienne elle a touché le fond le 9 avril et qu'elle peut, à partir de maintenant, elle ne peut que remonter, essayer de se renforcer? Peut-être, Daniel. De toute façon, ce qui est évident, c'est que les modèles actuels de la gauche israélienne ne fonctionnent plus, qu'il y a quelque chose dans cette très belle machine qui a quand même été celle qui a créé l'État d'Israël, il faut jamais l'oublier. Quelque chose depuis longtemps ne fonctionne plus, donc il faut rebattre et redistribuer les cartes, et surtout, au-delà des considérations tactiques, chercher de nouveaux contenus qui puissent inspirer la population israélienne dans une période où évidemment ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est le nationalisme à outrance, l'extrémisme, un petit zeste de racisme aussi de temps en temps. C'est très difficile d'aller lutter contre ça parce que ça part évidemment du sommet, ça part du chef de la pyramide et ça descend, ça irrigue, si je peux dire, le camp de la droite et une grande partie de la population israélienne. Mais si la gauche israélienne veut survivre aux prochaines élections et ne pas être complètement balayée, elle a été pratiquement le 9 avril, il faut bien entendu qu'elle reparte sur d'autres bases. Voilà, sur d'autres bases. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une nouvelle vision de la gauche israélienne? On a vu Avi Gabay, qui n'était pas un vrai, on va dire, un pur produit de la gauche israélienne, oui, c'est ça, oui. Donc échoué assez lamentablement. Oui. Est-ce que aujourd'hui, et puis d'une certaine manière, on peut dire Bleu-Blanc était le parti nouveau sur l'échiquier politique israélien la dernière fois, il n'est plus nouveau, on peut dire Bleu-Blanc. Est-ce que tout cela doit permettre, à votre avis, à la gauche israélienne de se ressourcer, de se redonner plus de force? Est-ce qu'elle a un message? Vous pensez qu'elle peut faire passer un message, et qui peut le faire passer? Mais déjà, vous avez touché du doigt très très nettement le problème, parce que Avi Gabay, certainement pas un homme de gauche, il était quand même président du Parti travailliste et son candidat au poste de Premier ministre. Bon, on sait comment ça s'est terminé, mais enfin, avoir comme président du parti historique de Ben Gurion, Rabin et Peres, quelqu'un qui n'est pas réellement un homme de gauche, c'était déjà une curiosité. Quant à Kahol Lavan, bleu-blanc, si vous pouvez m'expliquer ce que c'est, Daniel, je vous remercierai, parce que moi je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire non, je ne sais pas. C'est une espèce de Likoud B. C'est une espèce de conglomérat de gens dont certains viennent de Meretz, d'ailleurs, comme Yael German, et d'autres comme Bogi Ya'alon, l'ancien chef d'état-major et ministre de la Défense, pense qu'il faut encore mettre 1 million de juifs supplémentaires dans les territoires. Donc, si vous pouvez m'expliquer, à votre avis, comment... C'est moi qui fais l'intervieweur maintenant, Daniel. Mais si quelqu'un peut m'expliquer, en tout cas, comment ça va fonctionner, comment ce parti va survivre dans les quelques mois qui viennent, au-delà de son opposition à Binyamin Netanyahou, qui est à peu près la seule chose qui fédère les gens à l'intérieur. Moi, je pense que c'est un parti qui est promis à l'explosion. C'est certainement pas un parti de gauche, donc ce n'est pas de là que la gauche israélienne trouvera son salut.
Et en plus, la pâleur de ces dirigeants et de la campagne qu'ils ont menée est un cadeau pour Benjamin Netanyahou. Donc le problème de la gauche israélienne est réellement existentiel. On comprend bien que, selon vous, le Parti bleu-blanc n'a pas de message spécifique, mais quel serait le message? Quel doit être, à votre avis, aujourd'hui, le message nouveau, le message séduisant d'un parti travailliste ou même d'une union de la gauche qui pourrait être Meretz et le Parti travailliste ensemble? Il faut lever deux drapeaux en même temps, comme on dit. C'est-à-dire que jusqu'ici, je pense qu'une des erreurs a été de ne pas essayer de faire comprendre aux Israéliens que le problème, la poursuite de la paix, la recherche de la paix, je sais qu'aujourd'hui ça sonne un petit peu comme de la science-fiction, mais cet objectif qui a été un objectif majeur pour Israël jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire très sincèrement rechercher la paix avec ses voisins, n'est pas seulement une décision politique et un projet politique, c'est un projet social. L'arrivée de la paix en Israël permettra de dégager, entre autres, de dégager des sommes faramineuses qui pourront être affectées au bien-être des citoyens israéliens qui ont beaucoup de problèmes. Vous savez que nous avons les écarts sociaux les plus importants du monde occidental, nous avons un système hospitalier qui est au bord de l'effondrement, nous avons 32 à 35 élèves par classe. Tout ça, ce sont des choses qui nécessitent des budgets colossaux qui ne pourront être obtenu que par la réduction des tensions sécuritaires, et pour réduire les tensions sécuritaires, on ne peut penser qu'à un véritable processus de paix qui, en plus, Daniel, amènera ici des investisseurs. Les gens veulent investir là où il fait calme et là où les choses tourneront, et pas dans une zone dangereuse qui peut éclater à tout moment, comme nous le voyons maintenant avec ce qui se passe sur la bande de Gaza, où tout peut dégénérer d'un moment à l'autre. Sur la frontière nord, il fait calme, mais tout le monde connaît les dangers. Donc tout ça, l'Israélien ne comprend pas, et ça c'est parce que la gauche ne lui en a pas parlé, il ne comprend pas que très concrètement, pour la qualité de sa vie quotidienne, une situation de calme et de paix, ou en tout cas de calme à long terme et des perspectives de coopération régionale, amélioreront sa situation quotidienne beaucoup plus bien au-delà que ce qu'il vit aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aussi rappeler, aujourd'hui dans les milieux religieux qui se revendiquent de la Torah, malheureusement, on n'entend plus beaucoup ce son de cloche, mais je crois avoir lu, moi, dans nos sources, que la paix est une valeur juive suprême. Bakesh Shalom Veradefeo. Je crois avoir lu que le roi Salomon, pour avoir de bonnes relations de voisinage avec Hiram, roi de Tzor, lui donne 12 villes de la Galilée, comme ça, en cadeau, pour des rapports de bon voisinage. Oui. Alors, mais on peut pas dire que le Hezbollah au nord et le Hamas au sud sont des voisins sereins, tranquilles, qui aspirent à la paix aussi. On est absolument d'accord, Daniel. Mais regardez ce qui se passe avec le Hamas. Vous pouvez me dire, je continue à faire l'interview ouverte ce matin, hein, Daniel, vous pouvez me dire quelle est la politique de Benjamin Netanyahou par rapport au Hamas? Parce que moi je comprends pas. Je me souviens de Benjamin Netanyahou lorsqu'Ehud Olmert était Premier ministre. Je vais vous répondre. Oui? Benjamin Netanyahou, je vais vous citer Benjamin Netanyahou lui-même, qui dit qu'il n'y a pas de solution au problème de Gaza. D'ailleurs, c'est pas le premier chef d'État ou responsable israélien à le dire. Rabin disait qu'il n'y avait pas de solution au problème de Gaza, qu'il aurait préféré que Gaza puisse disparaître dans les eaux de la Méditerranée. En fait, c'est-à-dire, il y a parfois des problèmes qui sont insolubles. Hein. Non, alors moi, vous voyez, le petit citoyen israélien lambda, bien loin des hautes sphères d'Yitzhak Rabin, Alav Shalom et de Benjamin Netanyahou, je dis non. Il n'y a pas une malédiction qui pèse sur l'État d'Israël, qui est condamné jusqu'à la nuit des temps à tirer derrière lui ce boulet de Gaza et du Hamas. Vous savez, Benjamin Netanyahou, est-ce que ça serait peut-être pas là, Yosh, justement ce qui vous empêche de vous connecter à une forme de réalité israélienne que des Israéliens ont remarqué, c'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de solution au problème, peut-être même pas de solution véritable au problème palestinien, que peut-être que les Palestiniens n'ont pas véritablement d'objectif. On le voit aujourd'hui à travers les relations avec les Américains, leur refus systématique d'aller vers la moindre solution.
Daniel, écoutez, ne me faites pas ce matin. Il faut demander aux Palestiniens pourquoi ils refusent tout le projet américain. Ouais. Mais enfin, on va essayer 12 secondes d'être objectif. Si je suis palestinien, je ne peux pas à aucun moment considérer l'actuelle administration américaine comme un broker, comme on appelle ça, comme un intermédiaire équilibré et fiable. Peut-être parce que pendant 25 ans de processus d'Oslo, les Palestiniens se sont habitués à attendre qu'on vienne leur proposer les solutions les offres les plus mirobolantes. Ça, c'est très possible. Et qu'ils les ont malgré tout refusées. Et que finalement, aujourd'hui, il y a une administration qui vient peut-être avec son approche totalement différente et qui dit voilà, on va redéfinir les modules, les possibilités de règlement. Et c'est c'est très très possible que les Palestiniens, bien entendu, aient commis une liste d'erreurs interminables dont on peut parler pendant toute la journée. C'est absolument évident. Alors qu'est-ce qu'on fait face à cela? Alors écoutez, je refuse moi cette idée de malédiction qui est très très répandue. On n'emploie pas le mot malédiction, mais une espèce de gzerat goral comme ça, de décision qui a été prise en haut lieu, que voilà, il n'y a pas de solution. Ce qu'on va promettre à la jeunesse israélienne, à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est qu'il y aura la guerre jusqu'à la nuit des temps, et tu vas aller te battre jusqu'à la nuit des temps, et ton fils aussi, ton petit-fils aussi, et ainsi jusqu'à la suite des générations. Vous savez, beaucoup de jeunes Israéliens, si c'est ça que vous leur promettrez, ils vont partir. Ils vont partir parce qu'ils voudront vivre leur vie. Ils partent d'ailleurs. Vous savez que 25 000 jeunes Israéliens aujourd'hui à Berlin justement, Daniel, 25 000. Alors, il y a certainement là-dedans un peu des voyous, des gens qui vont faire en Allemagne des choses qui sont pas spécialement recommandables, mais une très grande majorité d'entre eux sont des gens tout à fait normatifs, des gens qui ont fait l'armée, qui sont des officiers, des ingénieurs, des jeunes médecins, qui se disent mais si c'est ça qu'on me promet ici, moi je veux voir, Daniel, je ne sais pas s'il y a une solution au problème, mais je voudrais voir mon gouvernement retourner chaque pierre, comme on dit en hébreu, explorer chaque fissure, chaque coin, multiplier les initiatives. Or, je vois que on gère le conflit, soi-disant, et vous ne pouvez pas gérer une gangrène, Daniel. Alors, si vous gérez une gangrène et vous ne vous en occupez pas, elle va bouffer tout votre corps. Alors, je voudrais revenir si vous passez cette expression un peu familière. Oui, merci. Est-ce que je voulais parler d'un leader qui pourrait surgir pour diriger la gauche israélienne. Vous en voyez un là dans les prochaines semaines qui pourrait séduire un électorat ou essayer qui permettrait de renforcer la gauche israélienne. On a parlé de Stav Shafir qui est une jeune députée certainement méritante. On a parlé d'un vieux routier comme Amir Peretz. On a parlé aussi d'un homme comme Yair Golan qui fait passer un message qui ressemble à un message consensuel. Vous voyez quelqu'un qui est capable de prendre à bout de bras cette gauche israélienne en pleine débandade ? Écoutez, il y a un autre nom qui circule avec beaucoup d'insistance maintenant, c'est Ehud Barak. Alors, moi, je dis que j'ai beaucoup de respect pour Ehud Barak, mais si lui est considéré aujourd'hui dans certains milieux comme le sauveur de la gauche israélienne, vous vous rendez compte de l'étendue des dégâts, parce que, évidemment, comme le public israélien a une mémoire très très courte, plus personne pratiquement se rappelle de son passage désastreux pendant un an et demi entre 1999 et 2000 et juin 2000 à peu près, alors qu'il était considéré comme l'enfant prodige de la vie politique israélienne. Il avait écrasé Benjamin Netanyahu aux élections de 99, 56% contre 44. On le voyait comme le sauveur. Il s'agissait pas de gauche et de droite. On voyait vraiment, je sais pas, un nouveau Rabin, un nouveau Ben Gurion. Bon, en un an et demi, il n'en est plus resté grand-chose. Donc, si cette personne, au demeurant, dont on peut pas lui retirer, bien entendu, le fait qu'il a été chef d'état-major et qu'il a été un soldat vaillant et que c'est un homme aux qualités intellectuelles très certainement hors normes, mais si c'est lui aujourd'hui, à 77 ans d'ailleurs, l'espoir de la gauche israélienne, bon, alors on est... non, je ne vois pas de leader. Stav Shafir, je ne sais pas si nos auditeurs la connaissent beaucoup, c'est une jeune députée qui a émergé des rangs populaires, je dirais,
au moment de la contestation sociale de 2011 et qui a été, il faut le reconnaître, une parlementaire réellement assidue, exceptionnelle, qui a fait beaucoup de choses à la Knesset sur le plan social. Mais est-ce que c'est quand même pas un petit peu tôt pour l'introniser présidente du Parti travailliste? Ce sont les membres du parti qui en décideront. Sinon, Yair Golan, c'est l'ancien chef d'état-major qui est peu connu dans le public. Adjoint, qui est peu connu dans le public, en gros. Oui, il y a un problème de leadership, absolument, et moi je redoute un petit peu justement que cette absence de leadership, même Tamar Zandberg du Meretz, qui fait son travail avec enthousiasme et avec acharnement, mais on peut pas dire qu'elle ait réellement acquis une aura comme ça, un statut dans l'opinion publique israélienne qui soit celui qui a été un statut comme Shulamit Aloni a pu l'avoir, ou Zehava Galon a pu l'avoir. Donc, dans ce désert, un petit peu, dans ce manque de leadership, moi je redoute un petit peu que la gauche, une fois de plus, se tourne vers un sauveur, comme ça, imaginaire ou réel, je ne sais pas. Oui, et que effectivement, on rappelle Ehud Barak un petit peu comme De Gaulle en 58, à part que De Gaulle, il a quand même réussi à faire ce qu'il a fait pendant les 10 ans ou 11 ans qu'il a été au pouvoir en France. Ici, je ne vois pas du tout. En plus, je vois difficilement des Arabes israéliens voter pour Ehud Barak, qui a quand même un passé qui va être difficile aux 20% de la population ici en Israël de soutenir. Donc le vrai problème, un des vrais problèmes de la gauche, c'est celui-là. Mais je le répète, Daniel, ça ne peut pas venir à la place d'un nouveau programme qui sache combiner qui sache combiner la recherche de la paix avec le traitement en profondeur des graves problèmes sociaux d'Israël. Alors, une dernière question. Il a été question ces derniers jours d'une possible, en tout cas c'est un souhait de Mahmoud Abbas, de voir un rapprochement entre les partis arabes et le parti Meretz. C'est quelque chose qui vous semble réaliste dans la configuration politique actuelle ? Écoutez, d'abord, il faut quand même dire quelque chose qui n'est pas bien perçu aujourd'hui en Israël, mais les partis arabes, jusqu'à ce que, tant qu'ils ne dépassent pas le cadre de la loi, les partis arabes sont des partis légitimes, c'est une évidence pour moi, malheureusement pas pour beaucoup d'Israéliens. 20% des électeurs sont des électeurs légitimes et pas comment dirais-je, des gens qu'il faut mépriser, comme le fait le parti bleu-blanc par exemple, ou qui seraient par avance exclus de toute alliance politique. D'un autre côté, je pense que tout ce qu'on raconte sur une fusion, évidemment, n'est pas jouable, mais un bloc parlementaire qui puisse travailler ensemble, oui, pourquoi pas. Vous savez, il y a cet affreux gauchiste là qui s'appelait Theodor Herzl, qui dans l'utopie qu'il a écrit sur l'État juif comme il voudrait qu'il le soit, parle d'un jeune ingénieur arabe palestinien donc de l'époque qui s'appelle Rachid Bey, et ce Rachid Bey en question fait partie du gouvernement, de l'équipe dirigeante, en tout cas du futur État juif, dans lequel, bien entendu, pour Theodor Herzl, cet affreux gauchiste, règne une complète égalité de droits entre les juifs et ceux qui ne sont pas juifs dans le futur État juif qu'Herzl espérait et imaginait. Donc oui, je pense qu'il est temps de faire tomber ce tabou de la politique israélienne et de considérer les Arabes israéliens et leurs représentants à la Knesset, tant qu'ils restent dans le cadre de la loi, bien entendu, après, comme des partenaires égaux en droit. Maintenant, quand quelqu'un dépasse le cadre de la loi, comme ça a été le cas de Khalil Zobi, de Bassal Attas, de Jamal Zakhalka, vous remarquerez que tous ces gens-là ont été ou suspendus de la Knesset. Bassal Attas a fait 2 ans de prison à juste titre. Voilà. Et pour l'extrême droite juive, c'est la même chose d'ailleurs. Mais je pense, oui, qu'il faut prendre ce virage-là et commencer à considérer 20% de la population israélienne. Daniel, je sais que c'est très mal perçu par beaucoup de mes compatriotes juifs israéliens, et je le regrette. 20% de ces électeurs, 20% de notre population sont des citoyens légitimes avec lesquels, oui, il est possible de considérer une alliance politique. Eh bien, Yosh Amichav, merci beaucoup d'avoir accepté de commenter cette actualité, de nous avoir un peu donné les lignes qui pourraient être celles de la gauche israélienne en perspective des élections du 17 septembre, même si il faut l'avouer encore, c'est encore un petit peu flou, mais on aura l'occasion de se reparler, je pense, d'ici le 17 septembre, d'ici cette échéance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne journée.
À bientôt, bonne journée.